Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on se retrouve pour refaire un épisode sur emprunter sans mettre d'apport. Alors pourquoi je fais cet épisode ? Parce que lors d'un Drink Fire, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'organise des drinks. Vous avez les liens qui sont en commentaire. À Paris où on se retrouve, et lors du dernier Drink Fire, donc en mai, eh bien, il y a l'une d'entre vous plutôt, qui m'a dit « Mais Victor, j'étais hyper étonné de ce que tu as dit dans emprunter sans apport. Tu as oublié de parler d'une banque en particulier. » Et c'est vrai, j'en avais pas parlé, du coup je vais simplement le faire aujourd'hui et vous redonner ces informations, comme ça vous allez tout avoir. Alors, finalement on va revenir sur 7 techniques qui vous permettent de faire de l'investissement immobilier sans mettre d'apport. Et alors je vous rappelle pourquoi c'est impératif pour vous de ne pas mettre d'apport dans l'immobilier. Premier élément, c'est si vous voulez continuer à faire des opérations et les enchaîner, finalement, si vous commencez à mettre beaucoup d'apports sur chacune d'entre elles, il y a un moment où vous n'allez plus avoir de cash. Donc voilà, CQFD, c'est fait. Deuxième élément, et là, il faut faire assez attention, c'est si vous mettez beaucoup d'apports dans des deals immobiliers, en fait, plus vous mettez d'apports dans un deal immobilier, moins vous avez d'argent que vous pouvez placer en bourse. Du coup, moins vous avez d'effet de levier sur l'immobilier et en gros, moins ça vous rapporte. Donc ça, c'est problématique parce que tout l'argent que vous mettez dans l'immobilier, vous ne le mettez pas en bourse. En bourse, vous pouvez faire grosso modo du 10% par an. Donc tout l'argent qui n'est pas mis qui est mis en immobilier, finalement, ne finit pas en bourse. Autre élément, c'est si vous calculez réellement combien vous apporte votre argent placé. C'est quelque chose d'important. À un moment donné, il faut prendre un peu de distance. Si vous mettez beaucoup d'argent dans un bien immobilier, prenons par exemple un bien à Paris, vous risquez d'avoir du 4%, voire du 1% net après impôts, après charges, etc. Eh bien, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Et en fait, ça ne sert à rien, strictement rien. Vous êtes en dessous de l'inflation et c'est vraiment pas bien. Par contre, si vous mettez très très peu d'apport, vous allez arriver progressivement, en fonction de l'investissement que vous allez faire, à du 10% par an, du 20%, du 30%, du 100%, voire même du 10 000% par an lorsque vous mettez quasiment pas d'apport. En gros, ce qu'on va chercher à voir, c'est en mettant 1 euro, combien vous gagnez chaque année. Et ce qui est fantastique avec l'immobilier, c'est qu'en mettant 1 euro, vous pouvez emprunter, si vous ne mettez pas d'apport dans un bien, 100 000 euros. Et ces 100 000 euros peuvent vous générer non seulement 10 000 euros de capital par an, et en plus de ça, peuvent vous générer, pourquoi pas, 300 euros de cash flow par mois. Donc en fait, on arrive à des rendements, on arrive à un gain d'argent qui est vraiment très important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va aller chercher quand on fait de l'immobilier. Posez-vous la question, pourquoi on s'embête à faire de l'IMO concrètement ? Si l'IMO, ça ne rapportait pas autant, la vraie chose, c'est que l'IMO, ça rapporte beaucoup. Il y a toujours 2 éléments qui permettent pourquoi on se lance dans l'IMO. D'un côté, c'est pour les premiers se sécuriser sur le très long terme pour ne pas avoir de loyer. Le deuxième élément, c'est de réussir à faire des investissements qui outperforment la bourse et de loin. Et je vais rajouter un troisième élément, ça vous permet aussi de vous diversifier lorsque vous avez envie d'avoir des revenus qui sont consistants, même en période de crise. Finalement, l'immobilier, alors ça dépend où est votre IMO, mais permet de bien résister. Alors, comment on fait pour faire des investissements sans mettre d'apport ? Premier élément, et c'est vrai que j'en ai pas parlé la dernière fois, vous pouvez passer par des banques qui vous permettent de faire des investissements sans apport. Et oui, ça existe toujours. Rappelez-vous, dans les règles qui sont imposées aux banques aujourd'hui, il y a 4% des dossiers qui peuvent sortir finalement des règles imposées aux banques par le HCSF. Et en gros, vous pouvez quand même faire des investissements où vous avez du 110%. Alors pourquoi on parle de 110% pour tout le monde ? Vous achetez un bien qui vaut 10, vous allez qui vaut 100, pardon. Vous allez avoir 8 000 euros à peu près de frais de notaire et vous allez avoir 2 000 euros de frais bancaires. Grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, la banque, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher à se protéger parce qu'elle vous prête 100. Et vu qu'elle vous prête 100 ou elle prête 110, en fait, la problématique, c'est que les 10 qui sont des frais de notaire et voir des frais bancaires, en fait, ça n'a pas de valeur. Elle ne peut pas prendre une garantie dessus. C'est comme si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous voulez vous assurer que il y a quelque chose qui a de la valeur derrière. Si un jour il ne vous rembourse pas, paf, vous saisissez ce qu'il a. Et c'est exactement ce que font les banques. Donc en tout cas, passez par des banques qui font du 110%.
Il y en a, en fonction de votre profil, c'est plus ou moins facile de l'avoir. Quand vous gagnez du 2 000 € par mois, c'est plus dur. 3 000 € par mois, c'est un petit peu plus simple. 5 000 € par mois, c'est plus facile. 7 000 € par mois, là, concrètement, c'est beaucoup plus simple d'avoir du 110%. Encore une fois, ça dépend de l'investissement que vous allez faire. Si c'est un investissement locatif où il va y avoir peu ou pas de travaux, là, effectivement, ça va être beaucoup plus simple de le récupérer. Donc, plus vous gagnez, plus les banques vont être enclins finalement à vous faire du 110%. Pourquoi ? Parce que plus vous êtes stable, plus vous avez montré que vous êtes en capacité de faire de l'argent, donc moins vous êtes risqué pour les banques. Autre élément aussi pour les 110%, il y a un cas assez particulier, c'est lorsque vous achetez votre résidence principale. Même si, disons que vous êtes... alors, le profil qui marche assez bien, c'est les femmes célibataires avec enfants. Finalement, ça marche pas mal. Vous avez aussi de l'autre côté, vous commencez, vous voulez acheter votre premier appart. Ben là, vous êtes assez flexible. Même si ça dépasse un peu votre capacité d'endettement, la banque va pouvoir vous aider à dépasser. Donc, par exemple, si vous calculez votre capacité d'endettement, c'est-à-dire combien vous pouvez rembourser, disons que c'est 200 000 €. Même un deal à 220 000 € tout compris, la banque va risquer de vous dire « Ok, c'est bon, on le fait » ou va trouver des solutions pour que ça passe. Et pareil, dans ces cas-là, c'est possible de temps en temps, quand c'est votre résidence principale, que c'est votre premier investissement, il y a des banques qui vont être assez compréhensibles pour vous, même si vous avez de l'épargne. De toute façon, il faut montrer que vous avez de l'épargne de côté, mais elles vont vous permettre du coup d'acheter sans mettre d'apport. Ah oui, alors truc vraiment contre-intuitif, plus vous avez de cash de côté, plus la banque va vous permettre de faire du sans apport. Alors, va toujours essayer de vous loquer de l'argent et de mettre de l'argent en tant qu'apport. Vous dites non, mais en fait, plus vous avez de cash de côté, plus vous êtes costaud, plus vous allez pouvoir financer sans mettre d'apport dans le deal. Donc ça, c'est le premier élément. Donc les banques qui font du 110%, finalement, ça dépend du coup de votre profil, ça dépend de la banque, ça dépend du directeur, ça dépend s'il apprécie le projet. Et vous en avez, que ce soit le Crédit Agricole, que ce soit le CIC, vous en avez plein en fait qui peuvent vous aider à faire ça. Deuxième élément, c'est l'acte en main. L'acte en main, finalement, vous allez négocier avec le vendeur pour que ce soit lui qui paye les frais de notaire, mais vous allez acheter le bien en incorporant les frais de notaire dans le montant total de l'achat. Donc généralement, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir votre banque, le bien il vaut 100, le vendeur va vous le vendre à 108, voire 110. Vous allez voir votre banque en disant tiens, le bien il est à 110. La banque va vous dire ah bah attendez, le bien est à 110, donc il va falloir mettre 11 d'apport. Vous allez dire OK, donc 10% à peu près, vous allez OK, donc vous allez mettre 10% d'apport. Lorsque vous allez faire la transaction chez le notaire, en fait, le vendeur va vous rendre, en fait, le notaire va vous rendre en fait l'extra d'argent donné, donc les 10 supplémentaires. Troisième élément, alors là, on triche un petit peu, entre guillemets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce fameux apport. Donc finalement, vous avez un bien, par exemple, à 200 000 €, vous devez mettre 20 000 € d'apport. On va les apporter pour le bien, mais ce qu'on va négocier avec la banque, c'est d'avoir 2 ans de différé. Si vous faites un investissement locatif qui est assez quali, disons que vous remboursez tous les mois 1 000 € par mois d'emprunt pour un deal à 200 000 €, vous n'allez pas rembourser l'emprunt pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, chaque mois, vous allez avoir 1 000 € de non-remboursement d'emprunt que vous allez pouvoir garder pour vous. Du coup, en 1 an, ça fait 12 000 € et en 2 ans, ça fait 22 000 €. Donc, indirectement, vous allez apporter les frais de notaire, mais en 2 ans, vous allez les récupérer. D'ailleurs, là, j'y pense, je vais vous rajouter un autre point, en point numéro 4 finalement, donc ça fera 8 points. Décidément, j'oublie à chaque fois des choses. Vous avez la possibilité de geler votre emprunt. Donc ça ressemble exactement à la même chose. C'est-à-dire que dans la plupart des emprunts, pour faire face aux situations difficiles de la vie, divorce, séparation, décès, perte d'emploi, il y a la possibilité souvent de vous laisser 1 an où vous pouvez ne pas rembourser votre emprunt et geler. Donc sur votre résidence principale, faites assez attention à ça. Enfin, ça dépend de votre prise de risque parce que ça vous permet vraiment de passer des étapes. Donc par exemple, disons que vous êtes marié avec enfant. Si un jour vous vous séparez, c'est le moment en fait de vous voulez plus être sous le même toit parce que vous ne vous entendez plus ou je ne sais quoi. Donc là, c'est quand même pas mal d'avoir ça pour que pendant 1 an en fait, vous puissiez ne pas rembourser l'emprunt. Du coup, ça permet d'avoir une personne qui reste dans le logement sans avoir de loyer ou d'emprunt à payer. Et vous, ça vous permet, si c'est vous qui partez du logement, d'avoir vos 1 000 € ou 500 € pour vous relouer un appartement pendant cette phase un peu difficile. Donc attention sur la résidence principale. Sur les investissements locatifs, ça dépend comment vous gérez votre risque, mais normalement, vous n'avez pas ce même genre de risque. Alors, c'est possible aussi, attention en fonction de ce que vous faites, vous risquez d'avoir des investissements où il y a des situations complexes. Donc, par exemple, si vous achetez un immeuble que vous n'avez pas fait de travaux et à un moment, vous avez besoin de faire des gros travaux. Pourquoi ? Parce que vous le savez dès le début, il y a des gros travaux à réaliser, peut-être de structure, etc. Mais vous le saviez dès le début, mais vous ne saviez pas quand vous allez les faire. En fait, de pouvoir geler l'emprunt pendant la période de travaux, c'est quand même pas mal. Donc attention quand même à geler cet emprunt. Et un dernier élément, les banques n'aiment pas quand vous gelez l'emprunt, ce qui est assez logique. Et ce qui va se passer, c'est que si vous commencez à geler des emprunts, vous allez avoir plus de difficultés pour pouvoir réemprunter à nouveau.
Ça dépend encore une fois de votre profil. Donc évitez en fait, c'est les moments si vous gelez votre emprunt. C'est ce que je peux dire assez souvent aux personnes que j'accompagne. C'est ouais voilà, si à un moment vous voulez faire un tour du monde pendant 1 an et que vous n'allez pas faire d'investissement, ok, c'est le moment où vous pouvez geler vos emprunts si vous voulez. Surtout stocker le cash comme d'habitude. Le cash, il est à réemployer en bourse et attention au risque de la bourse. Et sinon, il est à stocker de côté pour faire des prochaines opérations immobilières où vous restockez du cash. C'est très bien, il faut avoir du cash et des invests. Le point suivant, c'est bien emprunter les travaux. Alors là, encore une fois, il ne faut absolument pas négliger toutes les charges d'un investissement. Et dans les charges d'un investissement, il y a principalement les travaux. Donc prévoyez-vous de la marge sur les travaux. Prévoyez-vous 5, 10 000 euros de plus. Gonflez les devis. Demandez que les devis soient retravaillés ou avec d'autres matériaux pour que vous puissiez présenter. Donc généralement, quand vous empruntez pour des travaux, il faut aller voir la banque et lui présenter un devis. Assurez-vous toujours que le devis n'est pas ric-rac. Attention, il y a toujours des problématiques quand on fait des travaux. Vous avez forcément des choses que vous n'allez pas prévoir. Un mur un peu différent, je ne sais pas quoi. En dessous d'un parquet, vous allez avoir une colle qui tient trop. Vous allez avoir, ça vous prendre, je ne sais pas, il va faire très très moche à Paris pendant cette période-là. Et votre artisan ne sera pas équipé pour chauffer l'appartement. Il va pleuvoir tous les jours. Du coup, la peinture va mettre plus de temps à chauffer. Du coup, ça va durer plus longtemps. Du coup, vu que ça dure plus longtemps, vous risquez d'avoir un décalage des travaux, etc., etc. Les matériaux qui peuvent augmenter parce que, je ne sais pas, il y a une actualisation des prix. Alors, c'est beaucoup arrivé pour ceux qui, comme moi, faisaient des travaux pendant le Covid. Une actualisation des prix et finalement, vos meubles, ils ont pris 20%, etc. Votre cuisine a pris 20%, etc. Donc, en tout cas, prévoyez toujours du large. Franchement, toujours du large dans vos travaux et vous ne mentez pas à vous-même. Faites des vraies sommes. Et je sais que ça fait mal parce qu'on a vraiment envie de tout faire passer dans des budgets qui sont abordables pour nous. Et en réalité, oui, c'est souvent plus cher. Autre élément, et ça j'en avais parlé je pense la dernière fois, où je ne suis pas sûr, c'est utiliser un bien en hypothèque. Et là, ça fonctionne assez bien avec les banques belges comme My Money Bank. Et donc, ils font beaucoup ça, les Belges. Si vous avez déjà une résidence principale remboursée, par exemple, ce que vous allez pouvoir utiliser, disons que votre résidence principale, elle vaut 550 000 euros, ou 500 000 euros, ou 200 000 euros, vous allez pouvoir aller voir les banques belges, ça marche bien, mais aussi les banques françaises. Vous allez voir cette banque-là qui va vous prêter, va refaire une hypothèque sur votre maison pour vous reprêter 50% à 100% à 150% de la somme de votre maison ou d'un autre investissement que vous avez pour continuer à faire des invests. Donc oui, c'est un petit peu pénible parce que ça va refaire une hypothèque sur un bien que vous avez déjà, mais indirectement, ça vous permet de financer et de continuer les investissements et ça vous permet d'avoir plus d'argent et indirectement, ça vous permet de faire du sans apport. Lorsque vous faites ce type de technique, vous débloquez de l'argent supplémentaire. Vous pouvez après utiliser un portefeuille d'actions. Alors là, je sais que je triche un peu aussi, donc ça revient aux règles du dessus. Mais grosso modo, vous allez pouvoir nantir un portefeuille d'actions auprès de votre banque. Donc si vous avez envie de faire un crédit, par exemple de 200 000 euros et que vous avez 250 000 euros en bourse, ça dépend de ce que vous avez en bourse, la banque peut vous prêter 200 000 euros en nantissant ce que vous avez en bourse, c'est-à-dire elle va prendre une garantie dessus. Et là, vous avez la possibilité de négocier, pourquoi pas, du sans-apport à la banque et du coup de faire du 110% sur votre investissement. Donc à chaque fois qu'on fait des éléments comme ça, on peut effectivement récupérer certaines sommes. Dernier élément, et c'est ce dont on m'avait parlé, et c'est vrai que je vous en ai pas parlé, il y a plusieurs banques qui vous font effectivement du 110% et qui peuvent vous aider à aller plus loin. En France, il y en a principalement deux. La première, c'est le CFCAL, et ça, c'est une banque assez particulière qui peut vous aider à financer grosso modo tout compris avec un crédit. Attention quand même aux taux qui sont proposés. Alors, moi, pour le moment, je ne fais pas appel au CFCL. Alors, j'ai fait appel plusieurs fois au CFCL avec des personnes que j'ai pu coacher, mais attention parce que les taux de crédit sont vraiment importants. Vous avez besoin pour ça de passer par un courtier. Je vous mettrai directement en commentaire un lien pour contacter le courtier, un des courtiers avec lesquels je bosse vraiment beaucoup, qui est vraiment sympa, efficace. Appelez-le seulement si vous voulez vraiment faire un projet. Évitons nous tous de nous créer du bruit entre nous si c'est juste pour aller voir. C'est pas top, mais en tout cas, si vous voulez faire un projet, vous pouvez le contacter et il pourra vous monter le dossier. Donc, il faut passer par un courtier pour y aller. On ne peut pas y aller en direct. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie que les dossiers soient bien structurés avec des personnes qui savent monter leur dossier. Vous avez ça et vous avez aussi la Caixa. Donc, la Caixa, c'est la banque portugaise qui est principalement connue pour les marchands de biens, mais ça peut très bien fonctionner aussi pour vous.
Donc ça peut fonctionner pour vous pour faire du 110%. Vous pouvez aller les voir aussi, c'est intéressant. Ils traitent globalement plus avec des profils d'investisseurs expérimentés. Donc si c'est votre premier investissement, c'est un petit peu plus compliqué d'aller voir la Caixa, mais vous pouvez quand même tester ça. Autre élément, donc pendant que j'y pense, je vous donne ce qui me passe par la tête. Si vous avez un enjeu sur l'apport, vous pouvez très bien penser large. Donc à des moments, disons que vous voulez faire une opération, que vous n'avez vraiment pas d'argent, vous pouvez très bien utiliser le différé, mais il vous faut de l'apport quand même. Donc vous me dites, ok Victor, là j'ai pas 20 000 euros là, pour faire l'opération, mais il me faut que j'avance les 20 000 euros pour faire l'apport. Vous pouvez très bien contacter des amis, emprunter 20 000 euros à vos parents, emprunter 20 000 euros à des personnes que vous connaissez pour enclencher la machine et après faire du différé dessus et continuer les investissements. Voilà, je voulais vous parler de tout ça. En tout cas, le nerf de la guerre, c'est franchement, faites un maximum. Alors je sais qu'il y a des moments, et moi le premier, je vous le dis assez souvent, donc, par exemple, j'ai dû acheter un immeuble dans le sud. Je me suis retrouvé bloqué à devoir le faire sur 15 ans et à devoir mettre de l'apport, donc ça arrive à tout le monde. Le financement, il faut juste savoir quelles sont vos limites et à partir de quel moment, en fait, trop mettre de financement fait qu'une opération n'est plus du tout viable pour vous. Mais il y a plein de moments où on va avoir des couacs. Moi, le premier, il y a des financements. Là, je suis en train de refaire des financements en ce moment. Je verrai ce que je vais avoir comme règle et ce que je peux avoir. En tout cas, je sais que je veux avoir le minimum d'apport. Et après, ça dépend du quotidien de la vie et de ce que vous avez à faire. En tout cas, on vise la perfection et c'est comme ça qu'on va arriver pas très très loin. Et c'est comme ça qu'on va tout faire pour cartonner. Donc, je vous dis un grand merci. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.